Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous mes 10 critères pour choisir un ETF. Il s'agit des 10 points principaux que je prends en compte lorsque je souhaite sélectionner un ETF. Pour ceux qui ne connaissent pas les ETF, je vous propose une présentation rapide. Alors, il s'agit d'un fonds qui peut être négocié comme une action sur le marché boursier. Autrement dit, on peut en acheter et en vendre tout au long de la journée pour des frais peu élevés comparés à d'autres types de fonds. Concernant l'ETF en lui-même, c'est un fonds qui possède ou reproduit la performance d'un actif ou d'un indice. Par exemple, et pour faire très simple, l'émetteur du fonds possède des parts dans toutes les entreprises du CAC 40 et il crée un ETF qui reproduit la performance du CAC 40. Le fournisseur du fonds le divise en une multitude de parts et on peut acheter une part de ce dernier sur le marché boursier. Dans ce cas, avec une part, c'est comme si on achetait toutes les entreprises du CAC 40. Cela nous permet d'être immédiatement diversifiés dans une multitude d'entreprises et de secteurs. On peut négocier cet ETF toute la journée en bourse, c'est donc rapide et simple d'en acheter et d'en vendre comparé aux autres types de fonds non cotés en bourse. De plus, un ETF reproduit la performance du marché et il est très difficile de battre le marché. D'ailleurs, Warren Buffett avait d'ailleurs fait un pari à ce sujet avec un hedge fund. Un simple ETF avait battu sans difficulté les investisseurs professionnels sur une période de 10 ans. On dit souvent qu'avec un simple ETF, on va battre plus de 95% des investisseurs professionnels, car ces derniers font généralement moins bien que le marché et en plus ils facturent des frais élevés. À noter, il existe des ETF sur quasiment tous les indices boursiers du monde, S&P 500, CAC 40, DAX, Nasdaq, les marchés asiatiques. Oui, on peut même acheter le marché asiatique avec un simple ETF. On peut également acheter un ETF qui va être spécialisé sur un secteur précis, comme l'immobilier. Il peut également être spécialisé au niveau des obligations ou des matières premières. C'est donc un outil particulièrement intéressant et notamment intéressant pour se diversifier. Mais avant de commencer cette vidéo, petite note d'information, cette vidéo est réalisée à titre informatif et éducatif uniquement. Investir en bourse vous expose à des risques, dont la perte partielle ou totale de votre capital. Vous êtes le seul responsable de vos investissements et vous devez analyser chacun de vos investissements. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vous propose les 10 principaux critères que j'utilise lorsque je choisis un ETF. Le premier point que je regarde, et cela me semble logique, c'est l'actif sous-jacent à l'ETF. Est-ce qu'il reproduit un indice boursier, un secteur en particulier? Est-ce qu'il contient des obligations? En réalité, la question est inversée. Je pars du secteur dans lequel je souhaite investir, par exemple le marché asiatique, et je regarde les ETF qui permettent d'investir sur ce marché. Je réfléchis donc à des marchés dans lesquels je crois. À partir de là, ce sont les autres critères qui déterminent si j'irai au bout ou non en achetant l'ETF. Le second critère est l'émetteur. Il existe des grandes entreprises spécialisées dans ce secteur, on peut en citer deux françaises, Amundi, détenue par le Crédit Agricole, et Elixor, qui est détenue par la Société Générale au moment de cette vidéo, et qui est en vente, et Amundi, je crois, est sur le coup. Mais il existe d'autres acteurs majeurs, comme BlackRock ou Vanguard. Je vous mettrai dans la description des liens vers leurs ETF. Personnellement, ce sont les 4 grandes entreprises dans lesquelles j'étudie les ETF, mais il en existe d'autres. Vous pouvez d'ailleurs utiliser l'outil du site Zone Bourse pour chercher des ETF selon des critères précis. Le lien sera également dans la description. Vous trouverez ainsi d'autres émetteurs d'ETF. L'objectif étant d'en choisir un dans lequel vous avez confiance. Mais les Français ont l'avantage de proposer des ETF à des coûts très faibles lorsqu'on va utiliser un courtier français et de pouvoir utiliser des ETF du monde entier dans son PEA. D'ailleurs, je vais y revenir par la suite. Le troisième point est le type de réplication de l'ETF. Pour faire simple, il en existe deux, physique et synthétique. Un ETF physique signifie que l'émetteur du fonds investit directement dans les actifs qu'il reproduit. Par exemple, pour le CAC 40, un émetteur comme Amundi possède des parts dans les sociétés comme Sanofi, Total, LVMH, dans la même proportion que l'indice CAC 40. Il reproduit de manière fidèle l'indice en possédant les actifs. Pour les ETF synthétiques, ces derniers investissent dans un panier d'actifs autre que l'actif
qu'ils souhaitent reproduire. Et ils échangent avec une banque la performance de ce panier d'actifs contre celle de l'actif en question qu'ils souhaitent reproduire. On appelle cela un swap. Il y a donc une tierce partie, la banque, qui va rentrer dans la transaction. Dans ce cas, l'émetteur du fonds va par exemple acheter des actions françaises, allemandes, espagnoles et utiliser le fameux swap avec la banque pour reproduire la performance par exemple du Nasdaq. Il y a un débat sur le risque des ETF synthétiques. Cela est trop long à traiter dans cette vidéo, mais pour faire simple, le risque est très faible. Toujours pour simplifier, en cas de faillite de l'émetteur, si vous aviez un ETF Nasdaq synthétique, vous risquez de récupérer en contrepartie des actions allemandes, espagnoles et françaises à la place des actions du Nasdaq comme Google, Amazon ou Apple. On en vient maintenant au quatrième point, qui est le compte sur lequel on peut utiliser l'ETF. Peut-on le placer dans un PEA ou dans un compte titre, voire même sur une assurance vie? Ce point est intéressant, notamment pour la fiscalité, car le PEA offre sur le long terme de nombreux avantages fiscaux. Dès lors, pouvoir profiter de 100% de la performance d'un ETF est particulièrement intéressant. Par exemple, si mon ETF réalise une performance de 100% dans un compte titre, et que je dois donner 30% de la plus-value en imposition lors de la vente, cela réduit considérablement la performance. Dans un PEA, si je ne ressors pas mes plus-values de mon compte, par exemple que je souhaite les réinvestir directement, je n'ai rien à payer. La performance de 100% est nette. Surtout, souvenez-vous, parmi les émetteurs, il y a des Français. Ces Français proposent des ETF pour investir dans le monde entier, même les marchés asiatiques. Pour cela, ils créent des ETF synthétiques basés sur des actifs européens, mais qui permettent de reproduire la performance des marchés US ou asiatiques, même le MSCI Monde. On peut donc investir à l'international avec un PEA, avec cette manière détournée. C'est un critère qui est très important. Je parle ici d'optimiser la fiscalité. La question est donc, est-ce que l'ETF que je vise existe pour être positionné dans un PEA? Sinon, je devrais le positionner dans un compte titre. Passons au cinquième critère qui concerne la politique de distribution. Soit l'ETF va distribuer un dividende, soit il va le capitaliser. Autrement dit, dans le premier cas, il va nous verser un dividende, cela peut être trimestriel ou annuel, ce qui va baisser momentanément la valeur des parts achetées du montant du dividende. Mais nous aurons l'argent sur notre compte. Et dans le second cas, il va réinvestir dans le fonds le dividende, ce qui va mécaniquement augmenter la valeur des parts de l'ETF. Dans le premier cas, si avec un ETF dans le compte titre, nous aurons donc la fiscalité qui va s'appliquer, dans le second cas, tout est géré directement par le fonds. On évite ainsi l'impôt sur le revenu ou les frais lorsqu'on passe un ordre pour réinvestir le dividende. La fiscalité s'appliquera pour nous lorsqu'on vendra une part. Ici, ce sont les choix de chacun et cela dépend de la stratégie que l'on a et du capital investi. Personnellement, lorsque je choisis un ETF, je préfère le plus possible utiliser un capitalisant, mais cela n'engage que moi. Pour le sixième critère, on va parler argent. En effet, combien cela coûte-t-il? Les ETF, c'est simple et on peut obtenir des bonnes performances, mais cela n'est pas gratuit. En même temps, pour les avantages qu'ils procurent, ce n'est pas cher non plus. Si on compare à des fonds non cotés, dans ces derniers, vous allez payer des frais à l'entrée, par exemple 3% du montant investi, des frais à la sortie encore 3% et des frais tous les ans, allez, on va dire 2%. Autant vous dire tout de suite, votre performance va être massacrée par les frais. Les ETF sont généralement des fonds, mais ils sont cotés en bourse. Ils ont révolutionné la partie des frais. En effet, ces derniers sont très faibles. Généralement 0,3 à 0,4% annuellement. On peut trouver des pourcentages supérieurs ou inférieurs. Ces frais sont intégrés dans le cours de l'ETF. De plus, il n'y a pas de frais d'entrée ni de sortie, juste les frais de transaction de votre courtier. C'est comme si vous achetiez une action. Il est donc nécessaire de regarder les frais de l'ETF, mais ils sont généralement assez faibles. De ce côté, vous serez agréablement surpris. Les ETF sur les principaux indices sont même autour de 0,10 à 0,20%. Le septième critère est le risque de change. Ce n'est pas une option à prendre à chaque fois, mais cela peut être une option à envisager. Par exemple, si j'investis dans un ETF qui couvre le marché US, j'investis dans un marché en dollars, mais j'achète en euros. Et quand je vends, je récupère en euros mes fonds. Dès lors, si le dollar chute face à l'euro, alors ma performance va chuter également, même si l'indice augmente. Si le dollar chute, dans ma devise, ma performance va baisser. Cela va également dans l'autre sens.
si le dollar monte face à l'euro, alors ma performance est améliorée. Par exemple, en 2015, le Nasdaq était à la hausse de 8% pour un investisseur en dollars, mais pour un investisseur en euros, avec le taux de change en notre faveur, la performance était de 18%. Mais c'était l'inverse en 2007. Pour contrer cela, mais ce n'est pas obligatoire, car le risque de change va souvent se lisser dans le temps, on peut quand même utiliser des ETF couverts en euros, ou dans sa monnaie si ce n'est pas l'euro votre monnaie. Ainsi, la performance de l'indice est reproduite sans le risque de change. On obtient la même performance que l'indice, même si sa monnaie est différente. Par contre, les frais sont légèrement plus élevés, mais vraiment très peu, souvent 0,05%. À noter, si on anticipe qu'une monnaie va augmenter contre notre monnaie, il peut alors être intéressant de s'exposer au risque de change. Par exemple, si on pense que le yen va augmenter contre l'euro, alors on achète par exemple un ETF Japon sans couverture en euros. Ça permet par exemple de diversifier ses devises dans son portefeuille. Le 8e critère est l'encours de l'ETF. Plus ce dernier est faible, plus le risque que l'ETF soit liquidé est important. Il s'agit du montant qui est géré par le fonds pour cet ETF. Lorsqu'un fonds est liquidé, on va récupérer le montant de nos parts et on doit les réinvestir. On aura des frais de courtage et on perd du temps en recherche. Si on ne s'aperçoit pas tout de suite que le fonds est liquidé, l'argent va dormir sur le compte. L'encours est donc un critère de sélection. Il n'y a pas de bonne jauge pour dire que l'encours est suffisant, mais on comprend qu'un encours sur un ETF à 500 millions ou à 1 million, ce n'est pas la même chose. Disons qu'en dessous de 20 millions, le risque est plus important, et au-dessus de 100 millions, il y a peu de risque. Mais encore une fois, notre argent n'est pas perdu en cas de liquidation, il faudra le placer ailleurs. Le 9e critère concerne la performance. J'ai tendance à dire que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, mais il faut quand même pouvoir comparer les choses. C'est pourquoi je regarde généralement la performance sur les 5 et 10 dernières années. Comme j'investis sur le long terme, je regarde sur du moyen à long terme pour regarder la tendance de l'ETF. Mais le 5 ans a plus d'importance à mes yeux. Pour ma part, sur 5 ans, la performance ne doit pas être inférieure à 50% de rendement, sinon j'arrête là au niveau des critères, et encore, je trouve que je suis assez indulgent. Je regarde davantage les ETF supérieurs à 80% de rendement sur 5 ans, et ensuite je regarde le 10 ans. À 10 ans, on va dire que j'apprécie à partir de 150% de rendement cumulé. Mais je reste aussi attentif au PER de l'indice pour savoir s'il est autour de 20. Le PER, ça concerne le rapport entre les cours et les bénéfices. Pour simplifier grandement, je considère qu'en dessous de 20% c'est correct, même si c'est mieux en dessous de 15. Mais vu le niveau des marchés actuels, au moment de cette vidéo, c'est relativement élevé, donc il y en a peu. Au-dessus de 20, le marché commence à être cher. Plus on monte, plus le marché est fortement valorisé, et donc le risque augmente avec. Généralement, on dit que le marché achète la croissance future. La question dans ce cas, c'est de savoir s'il a raison d'anticiper autant. Si oui, alors le marché va continuer de monter. Sinon, on aura droit à un crack plus ou moins fort à un moment que personne ne peut déterminer. Le dernier critère que je regarde est le prix de la part. En effet, il y a des ETF qui existent depuis longtemps. Et la part coûte plus de 400 €. C'est donc un budget. Pour quelqu'un qui souhaite investir des petites sommes pour démarrer, c'est difficile. Dès lors, on peut se pencher sur des ETF qui ont été lancés récemment et qui reproduisent le même indice avec un prix bien inférieur, car l'ETF vient d'être lancé. Il faudra être vigilant sur les critères cités précédemment pour bien comparer les deux ETF et notamment les frais qui peuvent varier. Par exemple, l'ETF BlackRock sur le S&P 500 accumulé est de 424 $. La part, quand un ETF synthétique, maintenant vous savez ce que c'est, sur le S&P 500 chez Lyxor, et que l'on peut d'ailleurs placer dans le PEA, vaut 28 € la part. Voilà pour mes critères. On peut aussi ajouter l'erreur de tracking, c'est la différence de réplication entre l'ETF et l'indice suivi. Il y a généralement une marge d'erreur. Dans le temps, il y a un risque qu'elle augmente. Cela peut baisser la performance. C'est aussi un critère que l'on peut prendre en compte lorsqu'on va choisir un ETF. Attention également avec les ETF, on trouve des ETF avec des effets de levier, par exemple x2. Cela signifie que la performance est multipliée par 2. Cela vaut pour la hausse, mais également lors des baisses, qui seront alors 2 fois plus rapides. Personnellement, j'évite ce genre d'ETF qui sont relativement risqués. Étant sur une vision long terme, je préfère prendre plus de temps. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous permettra de choisir plus facilement vos ETF. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité.
et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.